Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus. C'est un immense plaisir pour moi de vous accueillir à ce 29e webinaire organisé par Fidali Burkina. Ce soir, nous allons examiner ensemble un sujet d'une importance capitale sur la comptabilité et la gestion financière, intitulé Technique de recouvrement à l'amiable et contentieux, qu'elle soit optimale en cas de résilience économique. Pour nous éclairer sur cette thématique, nous avons le plaisir d'accueillir un expert à la matière, monsieur Kéré, gestionnaire fiscaliste et chargé de recouvrement à Cofinan Burkina, qui partagera avec nous son expérience et ses conseils pratiques. Bon, avant de passer la parole à notre formateur, permettez-moi de me présenter d'abord. Moi, je réponds au nom de Siga Franck Batagouma. Je suis également gestionnaire fiscaliste et également le financier à Fidali Burkina. Ce webinaire sera fait en deux phases. Uniquement à l'exposé. Voilà. Et une deuxième phase sera consacrée aux questions, aux réponses et également aux apports. Voilà. Sur ce, je vais passer la parole au formateur. Voilà, pour débuter l'exposé. Monsieur Kéré. Oui, bonsoir. Monsieur Kéré, vous êtes là? Oui, monsieur Pissiga, je suis là. Ok, vous avez la parole. D'accord. Merci bien, monsieur Pissiga. Monsieur Pissiga. Bonsoir, monsieur Ouedraogo, et bonsoir à tous. Et bonsoir, monsieur Sawargo. Voilà. Et merci bien d'être là pour ce rendez-vous de partage d'expérience, disons. Voilà, en tant que professionnel. Nul n'a le monopole du savoir, disons. Donc, bon, nous espérons vraiment que ce sera un échange vraiment interactif pour que tout un chacun, en tout cas, partage, voilà, ce qu'il a comme notion sur le recouvrement. Parce que chaque jour que Dieu fait, disons que nous faisons tous du recouvrement, d'une manière ou d'une autre. Donc, bon, ça sera vraiment interactif. Donc, n'hésitez pas à l'issue de la formation, en tout cas, poser toutes les questions que vous avez. Et après mes réponses et celles de monsieur Pissiga, voilà, toute personne aussi qui aura quelque chose pourra à rapporter. Voilà, et c'est ainsi que je pense que nous sortirons tous enrichis de cette formation. Bon, d'abord, pourquoi ce thème? Voilà, disons que actuellement la situation nationale que nous traversons, voilà, nous la connaissons tous. Voilà, nous sommes dans une situation et ça fait maintenant 2 ou 3 ans que les agents économiques rencontrent pas mal de difficultés. À la sortie du coronavirus, voilà, bon, nous sommes rentrés dans le terrorisme. Donc, ça fait que beaucoup de zones et d'activités ont été touchées. Et la plupart des agents économiques ont été contraints de se rapatrier sur les grandes villes, voilà, pour pouvoir faire leurs affaires. Donc, c'est ce qui a poussé effectivement beaucoup d'entreprises à connaître des retards de paiement et bon, et par ricochet la situation de résilience dans laquelle nous vivons tous. Donc, vraiment, aujourd'hui, il est très important de tirer les leçons de cela et trouver les voies et moyens pour entrer en possession de ce que les gens nous doivent afin que bon, l'activité de tout un chacun continue. Donc, l'objectif de cette formation est de créer un espace de rencontre et d'échange entre professionnels de divers secteurs d'activité, de faciliter la transmission de connaissances et d'expertise. Bon, la généralité, il y a les services concernés, la localisation des services de recouvrement, l'organisation des services de recouvrement, 4, les préalables sur le recouvrement, 5, les principes directeurs du recouvrement, et en grand 2, nous verrons la politique de recouvrement, 1, le recouvrement amiable, et 2, le recouvrement contentieux.
Disons que nous allons plus nous appesantir sur le recouvrement amiable. Voilà. La généralité, disons que le recouvrement est l'action de récupérer des sommes dues par un emprunteur dans le cadre du respect du contrat de crédit. Le recouvrement a pour but soit de permettre à l'emprunteur de régulariser sa situation vis-à-vis du prêteur, soit de permettre au prêteur de réaliser les garanties qu'elle détient sur le crédit avant que l'emprunteur n'organise son insolvabilité. Compte tenu de l'incidence sur la santé financière du prêteur, sur son image, sur la sécurité des épargnes, il apparaît important de recouvrer à tout prix toute somme prêtée. Le service concerné. Le recouvrement est assuré par un service de recouvrement. Ce service est chargé du recouvrement des créances de la société. À défaut du service de recouvrement, disons que le service client peut assurer la mission de recouvrement des créances. Ce dernier doit mettre tous les moyens en œuvre pour obtenir le paiement des sommes dues par le client débiteur. Il a la lourde charge des créances après que le service commercial ait échoué, ainsi donc il est le dernier rempart face au client immédiat. Généralité. Si je suis rapide, vous pouvez m'interpeller. Hein? Je ne sais pas si pour le moment ça va. Oui, ça va, monsieur Kéré. D'accord. La localisation du service de recouvrement. Il peut être interne ou externe, ou les deux à la fois. À l'interne, il est constitué des juristes et aux salariés formés aux procédures de recouvrement, dont je suis, parce que moi, je suis gestionnaire de formation, mais j'ai appris, voilà, et avec les uns et les autres, et surtout sur le terrain. Et à l'externe, il est constitué de cabinets de recouvrement, d'huissiers, de justice et d'avocats. À noter que le règlement 05 CM de l'UEMOA relatif à l'harmonisation de la profession d'avocat dans l'espace UEMOA dispose en son article 5 que le ministère d'avocat est obligatoire devant toutes les juridictions et en tout état de procédure pour les personnes morales, sauf dispositions particulières prévues par les législations nationales. Organisation du service de recouvrement. L'organisation se distingue selon que l'entité dispose d'un service de recouvrement ou que le recouvrement est assuré par le service client. Pour ces derniers, le recouvrement est une tâche complémentaire à celle du chargé de crédit. Je vais juste m'arrêter là un instant et vous voyez, et je reviens sur l'organisation se distingue selon que l'entité dispose d'un service de recouvrement ou que le recouvrement est assuré par le service client. Voilà, généralement dans les caisses d'épargne et de crédit, voilà, le recouvrement est assuré par les agents de crédit. Voilà, contrairement à ceux qui sont dans les microfinances ou les banques classiques qui disposent en leur sein un service de recouvrement et à proprement parler. Donc, pour ces derniers, le recouvrement est une tâche complémentaire à celle du chargé de crédit. Dans sa fiche de poste, le commercial aura la charge également de procéder au suivi, puis au recouvrement des créances, le cas échéant. L'organisation du service de recouvrement. S'agissant des entités qui sont dotées d'un service de recouvrement, celui-ci, d'un point de vue organisationnel, est composé d'un chef de service de recouvrement avec un ou plusieurs agents de recouvrement. D'un point de vue fonctionnel, il est attaché à l'entreprise au service commercial. Il est aussi en relation avec le service comptable pour la communication des renseignements sur les réalisations effectuées dans le cadre du recouvrement des créances. L'impact sur les provisions constituées et sur les ratios de solvabilité. Les préalables au recouvrement. Disons que pour aller au recouvrement, il faut bien identifier votre client. Il s'agit de collecter les données permettant d'identifier le client. Ces données peuvent différer selon la forme juridique de ce dernier. Pour les personnes physiques, nom, prénom, date de naissance, secteur, arrondissement. Pour les personnes morales, il faut relever le RCCM, les statuts, le numéro UFU, la situation du siège social, le nom et prénom du dirigeant, gérant, DG, administrateur de la société. Donc ici, c'est un tableau qui récapitule un peu, ou bon,
nous avons les informations et les désignations, identification de votre client. S'agissant d'une personne physique, voilà tout ce qu'il faut. Une personne morale aussi, ce qu'il faut. Les principes directeurs du recouvrement: anticipation, rapidité de l'action, souplesse et compréhension. Ici, pourquoi on parle d'anticipation? Parce que le recouvrement, et disons qu'il faut arriver à prévoir, le cas échéant, les clients qui organisent leur propre insolvabilité. Donc, il faut anticiper des actions parce que aujourd'hui, avec la situation qui se passe, il y a des clients qui peuvent venir vers vous pour un financement bien donné, mais une fois qu'ils ont l'argent, eh bien, ils l'injectent dans un autre secteur. Et ce secteur peut ne pas donner. Et en droit, on appelle ça un détournement d'objet. Donc, il faut arriver à anticiper ces types effectivement de créances et voilà, et trouver les voies et moyens pour recouvrer la créance le plus tôt possible. La rapidité de l'action, la souplesse et la compréhension. L'entité doit disposer d'une procédure de recouvrement claire et connue de tous les agents. Il doit avoir un manuel de procédure de recouvrement. Parce que c'est très important, parce que dans le cadre du recouvrement, disons que tout agent qui fonctionne dans l'entité doit être sur la même longueur d'onde, afin qu'une information communiquée à un client ne soit pas une autre communiquée au même client par un autre agent. Donc, il faut tout faire pour que nous soyons au même niveau d'information. L'entité doit faire une classification des créances en créances saines, identifier les clients non sujets les clients ont sujet à aucun défaut de paiement. Les clients douteux sont les clients qui connaissent des retards dans l'échéancier prévu. Il y a les créances litigieuses qui sont les créances à la limite perdue et qui peuvent faire l'objet d'un recours en justice pour connaître un dénouement. Les bonnes pratiques de techniques de recouvrement: inciter le débiteur au paiement volontaire, préconiser des échanges formels avec les clients afin de rappeler leurs dettes, accepter les concessions moratoires, recourir à la justice de cas extrême. Le recouvrement amiable. Ce type de recouvrement est privilégié lorsque la créance est certaine, liquide et exigible. Il est moins onéreux, il y a la préservation de la relation commerciale et sauvegarder une bonne image de votre institution. La qualité d'un agent de recouvrement. Les qualités d'un agent de recouvrement. Donc, nous avons un tableau présenté nous avons 3 colonnes. Il y a ce qu'il faut bannir, ce qu'il faut adopter et à faire. Être méchant, bon, vraiment, il faut le bannir. Être autoritaire, c'est trop dire. Voilà, il faut tout faire pour éviter cela. Être répressif dans son discours, penser que les clients sont tous des voleurs, avoir l'impression d'être un improductif face aux commerciaux, se laisser submerger par ses propres émotions. Dans tous les cas, si tu ne paies pas tes dettes, tu ne l'emporteras pas au paradis. Ce sont des paroles qu'il faut vraiment proscrire. Et ce qu'il faut adopter, c'est ne pas avoir peur de parler aux clients. Voilà, il faut vraiment être audacieux. Il faut adopter un ton timoré ou un débit rapide. Ne pas avoir peur de rencontrer les clients agressifs. Voilà, ne pas avoir peur de dialoguer avec les personnes en grande difficulté. Être patient pour obtenir un bon interlocuteur. Savoir être ferme ou être autoritaire des fois face aux clients. Oser lui dire les conséquences de son éventuelle inertie, ne pas avoir peur de se retrouver face à face avec le client. Ce qu'il faut faire aussi, il faut responsabiliser le client sans le mépriser. Parce qu'il y a certains clients, lorsque vous échangez effectivement avec ces derniers, vous arrivez à apercevoir la difficulté que ces derniers rencontrent dans le remboursement, voilà, de leur crédit. Donc, il faut vraiment avoir un dialogue, voilà, qui tend à préserver une relation commerciale avec le client.
Voilà, il faut être transparent et respecter les obligations d'information et de conseil, être en mode concertation, échange constructif avec le client, savoir expliquer et faire comprendre ce qu'implique la signature d'un contrat. En gagnant deux, nous irons sur la politique de recouvrement, la gestion des impayés à proprement parler. En la matière, des mesures doivent être prises pour limiter le volume des créances non recouvrées. Il s'agirait notamment de octroyer des dossiers à chaque agent de recouvrement, mettre en place les moyens logistiques et matériels adéquats et suivis, diagnostiquer les causes réelles de non-paiement, demander aux débiteurs de faire des propositions concrètes, réalistes et réalisables, éviter de vendre à crédit à des clients éprouvant déjà des difficultés pour rembourser leurs dettes antérieures. Rappel à l'ordre. Signifier le débiteur du retard dans le paiement de la créance, c'est l'occasion de connaître les causes d'un tel retard et exposer les conséquences au client afin de définir avec ce dernier la nouvelle échéance. Premier avis d'un accusé de réception. Si aucun paiement n'est fait dans la nouvelle date d'échéance, un avis formel est adressé au débiteur. Cet avis est signé par l'agent chargé du recouvrement. Le deuxième avis avec un recueil de réception. Passé un délai de 5 jours sans suite, un second avis de recouvrement est adressé au client. L'avis est signé par le supérieur immédiat de l'agent chargé du recouvrement. L'invitation ou la visite. Passé un délai de 10 jours après le second avis, sans suite, le client est soit invité, soit bénéficie de la visite de l'agent de recouvrement et de son supérieur pour convenir sur des solutions réalistes de recouvrement. La médiation. Au cas où la précédente technique a été infructueuse, une personne ressource pourrait être sollicitée pour une intermédiation. Maintenant, après toutes ces actions, nous pouvons aller sur la mise en demeure. Un avis de mise en demeure est adressé à un client suivant, 5 jours suivant l'invitation ou la visite infructueuse. Cet avis exige la régularisation du client dans un délai de 8 jours. En tout état de cause, ce délai d'action amiable ne doit pas dépasser 3 mois. Si le débiteur ne réagit pas, il faudra en pareille circonstance envisager le recouvrement contentieux de la créance. Voilà ici pourquoi on dit 3 mois. Parce qu'il faut, il faut se dire qu'un client qui accuse un retard d'un mois, voilà, et donc nous sommes toujours dans le recouvrement amiable, ça peut toujours aller. Lorsqu'on tend 2 mois, on fait toujours des visites, nous envoyons effectivement des relances et des mises en demeure par voie d'huissier afin de monter un peu la pression. Voilà, nous sommes toujours dans la négociation. Mais à partir de 3 mois, il faut vraiment être ferme avec les clients. Le recouvrement contentieux. Ce type de recouvrement, à l'opposé du précédent, vise à contraindre le débiteur à exécuter son obligation de paiement. Cette technique intervient en cas d'échec de la procédure de recouvrement amiable. Les actions de recouvrement, donc il y a l'injonction de payer qui est une ordonnance d'injonction délivrée par le juge au créancier afin de permettre à ce dernier de rentrer dans ses droits pour bénéficier de cette apposition de la formule. Pour bénéficier de cette apposition de la formule exécutoire, l'ordonnance acceptée par le débiteur est soumise au greffe par simple déclaration écrite ou verbale. L'assignation au paiement, si une conciliation n'a pas pu être faite par le juge sur la base de l'ordonnance d'injonction de payer, un recouvrement forcé est engagé. Les avantages et les inconvénients. Elle est contradictoire. Les échanges avec des arguments entre le débiteur et le créancier. Le tribunal statue au vu des moyens invoqués et des pièces justificatives présentées. Est recommandé lorsque la créance n'est pas susceptible de contestation par le débiteur. Cette procédure, en cas de condamnation du débiteur, permet d'obtenir le recouvrement immédiat de sa créance. Elle peut aussi permettre au débiteur d'obtenir des dommages et intérêts, possibilité d'obtenir des astreintes.
L'inconvénient, c'est que recourir à un huissier de justice obligatoirement pour la signification de l'exploit d'assignation. La procédure plus onéreuse, l'assistance d'un avocat est souvent obligatoire, notamment devant la Cour de cassation. Les délais de procédure sont assez longs pour l'institution d'une mise en état qui peut prendre en moyenne 3 mois. La possibilité pour la partie perdante de relever appel contre la décision si l'exécution provisoire n'est pas obtenue. C'est la procédure à suivre. La détermination de la juridiction compétente par le créancier en tenant compte du montant et la nature juridique et la nature litige pour la compétence matérielle et le domicile du débiteur ou le lieu de la conclusion du contrat ou l'élection de fort pour la compétence territoriale. L'assignation en paiement contenant l'exposé des faits et les moyens de droit est soumise à un huissier accompagné des pièces justificatives pour la signification au débiteur. Le tribunal compétent est en principe celui où le débiteur a son domicile, sinon celui du siège social de la personne morale. D'accord. Nous sommes à la fin de la première partie de notre webinaire. Voilà, ce qui concerne la phase de la présentation. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut retenir de ce webinaire est que le recouvrement est vraiment une partie des finances très sensible et que les entreprises doivent vraiment prendre au sérieux. Parce que sans la trésorerie, aucune société ne peut se relever. Et également, pour pouvoir bien maintenir cette partie, il faut utiliser des moyens, voilà, des moyens très efficaces. Ce qui veut dire qu'il faut forcément avoir un service de recouvrement qui vont utiliser et que ces services, voilà, soient capables d'utiliser des moyens légaux et vraiment un système relationnel, voilà, acceptable. Donc, il faut vraiment mettre le paquet là-dessus, voilà, pour avoir tous les moyens possibles afin de pouvoir recouvrir ses créances et garder toujours la relation clientèle. Voilà, voici ce que je peux ajouter un peu sur ce thème. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la phase des questions et des apports. Et ce qu'on va faire, je vais demander à M. Kéré voir. Bon. S'il vous plaît, M. Kéré, vous préférez quelle méthode? On prend les questions d'abord, toutes les questions, et vous répondez après. Ou bien vous allez prendre question-réponse. Bon, nous pourrons prendre question. Bon, oui, nous pourrons prendre question de réponse, voilà. Il n'y a pas de problème. OK. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, nous allons faire comme à l'accoutumance, voilà. Vous levez juste la main et on vous donne la parole. Voilà. Bon, si vous voulez également, ceux qui veulent, ils peuvent poser les questions au niveau du chat. OK. Donc, la parole est à qui voudrait, voilà, la prendre. On peut commencer. Monsieur Kéré, je ne vous vois pas, hein. C'est très Oui, allô? silencieux. Oui. Euh, Bon, si bon, c'est très généralement, on dit silencieux, quand c'est comme cela, soit on a oui, bien compris, soit on n'a rien compris. Mais ça m'étonnerait parce que, bon, je veux dire que nous sommes tous des professionnels. Voilà, donc, bon, donc d'accord. n'hésitez pas, voilà. Je ne sais pas si l'expert est là, monsieur Sawadou est là. Euh, euh, bon, je ne vois pas connecté puisqu'on avait eu un petit souci de connexion. Et puis, c'est revenu. Donc, je vois, on dirait qu'il est déconnecté. Bon, ceux qui ont des apports aussi, vous pouvez ajouter, hein. Vous pouvez ajouter. Voilà. Bon, c'est un sujet, on va essayer d'apporter ce qu'on a comme espérance là-dessus pour que chacun puisse trouver son compte.
Monsieur Ouedraogo. Monsieur Pisca, je suis là. Ok. Bon, apparemment, il n'y a pas de questions, hein, ou bien, je ne sais pas, peut-être les gens sont en train de réfléchir un peu. Il n'y a pas d'apport également. Madame Nana est là. Oui, il y a deux mains. Il y a deux mains. Allô? Oui, on vous écoute, Oui, on madame. vous écoute, madame. Bonsoir. Comment Oui. vous allez? Et merci pour cette brillante exposé qui a été un peu rapide. Mais ce n'est pas une question en tant que telle. Nous qui sommes dans les institutions de microfinance, avec la situation actuelle, le recouvrement, comment dirais-je, est la priorité des priorités si on veut maintenir la qualité du portefeuille. Bon, d'après ce que j'ai pu écouter, est-ce qu'il y a vraiment un moment, comment dire, quel est ce déclic entre l'amiable et le judiciaire? Est-ce on est tenu de passer forcément par toutes les étapes avant d'aller au judiciaire? Moi, ce qui est- Ah, désolé, mais j'avais un problème de connexion. J'avais un problème de connexion. Désolé, ici de retour. Ok. Madame Nana, on va vous demander de reprendre votre question. Voilà, je ne sais pas si monsieur Kiré a pu écouter la question. Dans le cas contraire, elle va reprendre. D'accord, je disais d'abord que je remercie le formateur pour cette brillante exposition, cette brillante présentation. Et je disais que ça a été un peu rapide, même si on est dans le domaine. Et je disais en fait que vu la situation actuelle, le recouvrement est la priorité des priorités si on veut vraiment garder une bonne qualité du portefeuille. Mais ce que je pose comme question, est-ce que forcément il faut suivre toutes les étapes avant d'aller au recouvrement contentieux? Est-ce qu'il faut épuiser toutes les étapes du recouvrement amiable avant d'aller au recouvrement judiciaire? Allô? 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 Oui, c'est bon Oui, maintenant? oui, c'est Oui, bon, c'est bon, madame. madame. Oui, je vous remercie voilà, pour la prise de parole. Voilà. Et avant de répondre à la question, je m'excuse pour la rapidité de la présentation. Voilà. Peut-être prochainement, j'en tiendrai compte. Voilà. OK. Mais s'il y a des parties sur lesquelles vraiment je suis passé, puisque vous voulez, bon, on peut revenir. Voilà. OK. Maintenant, pour la question posée, est-ce que toutes les étapes du recouvrement amiable doivent être respectées, voilà, avant de passer au recouvrement contentieux? Oui et non. Tout est égal par ailleurs. Mais oui, pourquoi? Parce que même lorsque on se dit qu'on doit aller au recouvrement et contentieux, et les experts en la domaine et en la matière nous demandent ce que nous avons d'abord posé comme acte.
Voilà, parce que juridiquement, si on veut aller au contentieux, il faut d'abord passer par l'amiable. Parce que quoi qu'on dise, il faut toujours accorder le bénéfice du doute au débiteur. Voilà. Donc, il faut d'abord passer par le recouvrement amiable, disons, qui va passer d'abord par la visite au niveau du client en question. Voilà, s'imprégner de pourquoi il est en retard, essayer de comprendre. Et maintenant, et après cet entretien avec le client, voilà, il faut matérialiser par une lettre de relance ou une lettre de mise en demeure sous seing privé. Voilà, qui pour tout, et voilà, et un document sur lequel effectivement, bon, et ce que le client nous doit ressortir clairement, voilà, et en principal. On doit ressortir sur le document, voilà, tel client, voilà, et à telle date donnée, nous doit telle somme. Et la signifier au client compte des charges et l'avoir par devers soi. Et après, effectivement, et cette étape, si le client, voilà, ne s'exécute toujours pas, on peut envoyer effectivement un deuxième courrier de relance et repartir toujours privilégier les visites. Maintenant, si à l'issue de ces différentes procédures et ça n'avance toujours pas comme on dit, voilà, il faut passer par un huissier de justice, voilà, et voilà pour lui servir ce qu'on appelle une mise en demeure, voilà, et en bonne et due forme. Parce que juridiquement, c'est l'huissier faisant office de commissaire-priseur, voilà, qui est autorisé, voilà, et à notifier un client, voilà, sur le montant qu'il doit à une personne donnée ou à une institution au nom de la loi, au nom de l'État. Voilà, c'est l'huissier qui a effectivement cette habilitation. Voilà, et aussi les experts, et aussi les avocats. Donc, il faut unilatéralement, voilà, passer effectivement à cet acte. Donc, oui, maintenant non. Non, parce que lorsqu'on est face à un cas de détournement d'objet, où vraiment il est clair, il est établi que un client bien donné a pris notre argent pour une activité, mais il est investi dans une autre activité. Et lorsqu'on est sûr vraiment de cela, eh bien, il faut aller automatiquement sur le contentieux. Il faut aller automatiquement sur le contentieux parce que la créance est déjà en danger. Voilà, donc il faut aller par la mise en demeure, la première des choses, et voilà, et ainsi de suite, les autres actes suivront. Et 8 jours après, si le client, voilà, ne réagit pas, eh bien, on peut, voilà, procéder à la clôture de son compte, voilà, et continuer avec les différents actes. Donc, raison pour laquelle je dis oui et non. Madame Nana, c'est bon pour la réponse? Oui, c'est bon. C'est bon. D'accord. Merci. Monsieur Guéret, il y a une question dans le chat. La question a été posée par Farida Yasmine Ouedraogo. Bon, sa question est la suivante. OK. Que faire face à un débiteur de mauvaise foi quand on ne peut pas aller au contentieux? Quand on ne veut pas aller au contentieux. Alors, voici sa question. D'accord. Merci bien pour sa question. C'est une très belle question. Effectivement, que faire face à un client qui est de mauvaise foi lorsqu'on ne veut pas aller au contentieux? OK. Lorsque la mauvaise foi est établie, et cela veut dire que, bon, le client qui est en face de nous ne veut pas rembourser la créance. Voilà. Maintenant, et comme on le dit souvent, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Voilà, donc effectivement, on peut savoir que le client, il est de mauvaise foi, mais voilà, on ne peut pas aller au contentieux avec ce dernier. Dans ce cas, il faut
il faut identifier, voilà, comment je vais dire, parmi ceux qui fréquentent le client en question, quel est celui ou celle qui peut mettre une pression sur ce dernier afin qu'il ait conscience voilà, du non-respect de son obligation contractuelle et revenir à de meilleurs sentiments pour éviter effectivement un contentieux. Donc, il faut, bon là vraiment, ça devient un peu de la psychologie parce qu'il faut étudier le client, voir effectivement qui peut le toucher vraiment afin qu'il prenne conscience de la situation. À défaut de cela, il faut être prêt à supporter le risque. Et je veux dire quoi par cela? Parce que si le client est de mauvaise foi et qu'on refuse pour aller au contentieux, eh bien, il faut qu'on accepte de passer cette client d'abord à perte et maintenant se donner un temps pour la recouvrer. Parce que tant que la créance est toujours là, comment je veux dire, elle détruit le portefeuille de l'institution. Et les responsables du crédit ne peuvent pas accepter cela. Donc, soit vous déclassez la créance et vous projetez la recouvrer après, ou bien vous trouvez les voies et moyens pour contraindre effectivement le client à revenir sur la table de négociation. Ou bien si le client, effectivement, il est de mauvaise foi et que le client, il a été cautionné par une autre personne, eh bien, il faut effectivement tenter d'aller sur la caution pour voir si effectivement on peut aussi contraindre cette dernière personne, voilà, à venir rembourser la créance, voilà, pour ne pas mettre le bien qu'il a donné, voilà, et en garantie en danger. Mais de prime abord, je dirais que pour un client qui est de mauvaise foi, il faut vraiment aller sur le contentieux avec ce dernier. Allô? Oui, monsieur Savard, vous pouvez poser votre question. Bonsoir, chers tous. Merci bien à monsieur Kéré pour sa présentation. Alors, j'intervenais sur 2 points principalement. Premièrement, un avis sur l'intervention de madame Nana, si je ne me trompe pas, concernant le choix ou l'obligation de passer par une procédure amiable ou non. Je voulais juste souligner que tout part d'un contrat, d'une relation et d'un partenariat. Et lorsqu'on s'engage, chacun espérait que les choses se passent dans de bonnes conditions, en sorte à ce que les échéances soient respectées et donc l'option même de se poursuivre n'est pas envisagée lors de la conclusion des différents contrats. Donc personne n'aurait souhaité ne pas être en mesure d'honorer ses engagements lorsqu'on contracte à quelque part. Deuxièmement, il y a la question de sauvegarde des relations, telle que M. Kéré a souligné. Et en termes d'institutions financières, vous voyez que si l'ensemble des clients se mettent en tête que vous, à la moindre défaillance, vous enclenchez des procédures de poursuite, ce n'est pas évident que ça ne joue pas sur votre portefeuille, parce que c'est un système quand même qui contamine. Donc le mieux, c'est toujours opter pour la résolution amiable, quitte à ce que, en cas de non-satisfaction, on puisse maintenant aller plus haut. Bon, et de façon standard, même dans pas mal de contrats, on prévoit même la résolution des conflits à l'amiable, quitte à ce que si ça échoue, on puisse maintenant porter devant des juridictions ou bien utiliser d'autres voies et moyens. Et autre observation, je vois que la présentation de M. Kéré est beaucoup plus orientée en termes de recouvrement réalisé par les banques, établissements financiers à caractère bancaire ainsi que, disons, les institutions financières en fait. Et à la variante entreprise commerciale entre elles aussi, que sauf si je n'ai pas bien compris, il n'y a pas eu un peu d'accent là-dessus. Ça, c'est juste une remarque. Troisièmement, par rapport à
au thème même du jour, puisque c'est en période de résilience économique surtout. Donc, les choses peuvent ne pas se passer comme on le souhaite. Et d'ailleurs, même, c'est ce qu'on constate. Et c'est un cercle vicieux parce que tout le monde doit à tout le monde. Donc, si à un niveau donné, c'est bloqué, il faut que réellement on puisse comprendre qu'est-ce qui bloque. Parce que le blocage d'un sujet dans l'économie, si on considère une relation à un nombre bien défini, le blocage d'une seule entité va forcément contaminer les autres. Donc, pourquoi ne pas être solidaire justement pour trouver une solution à la racine? Je vous prends un exemple. Si, par exemple, une institution finance un entrepreneur qui réalise un marché public dans de bonnes conditions, réceptionné sans problème, mais pour faute de budget, on ne paye pas l'entrepreneur pendant des années, jusqu'à ce que l'institution financière même aille jusqu'à faire des restructurations, etc., par rapport à vos procédures, mais vous n'arrivez pas à entrer en position de vos fonds. Ça peut arriver même qu'à terme, quand l'État va finir finalement par payer, que la facture est couvrée auprès de l'État ne couvre pas l'engagement auprès de l'institution. Donc, c'est l'amiable en fait qui fait beaucoup plus que l'entrepreneur sera obligé d'aller chercher peut-être ailleurs, sans quoi les nantissements, les hypothèques du marché, de ces biens pris en garantie ne sauraient couvrir ce qu'il doit à l'institution financière. Aussi, je pense que l'activité ou l'essence même des institutions financières, c'est la création de la valeur ajoutée ou l'accompagnement des entités dans la création de valeur ajoutée et non la réalisation des actifs des différents débiteurs. Et dans la majeure partie du temps même, les actifs détenus ne peuvent ne pas couvrir en fait l'engagement que l'entreprise doit auprès de la banque. Enfin, ce que je voulais dire, entre entreprises commerciales pures maintenant et non la relation d'aide avec les établissements financiers, comment établir en fait cette question de mauvaise foi, surtout, en ce sens que l'appréciation, je ne vois pas, j'aimerais mieux comprendre en fait les critères à mieux apprécier pour arriver jusqu'à établir que le client ou disons le partenaire est de mauvaise foi. Je vous remercie pour ne pas être long. Merci bien, Monsieur Sawadogo, pour votre belle contribution. Voilà, effectivement. Ça a été bien dit, hein? Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau du thème, on ne s'est pas beaucoup appesanti sur le recouvrement et amiable des entreprises commerciales. Voilà, mais et vous faites bien de le rappeler parce que bon, c'est très important aussi. Surtout qu'aujourd'hui, voilà, en situation de résilience économique, comme on le dit si bien, tout le monde doit à tout le monde et tout le monde se plaint, les gens disent qu'il n'y a pas l'argent. Donc bon, il faudrait vraiment qu'à un certain moment qu'on se dise la vérité, hein. Voilà, on dit il n'y a pas l'argent, mais les activités des gens sont toujours là. On dit il n'y a pas l'argent, mais il y a des gens qui construisent toujours. On dit il n'y a pas l'argent, mais bon, mais nous voyons quand même que les choses bougent. Donc, bon, à un moment donné, il faut que vraiment qu'on soit franc entre nous. J'ai payé de la marchandise, j'ai donné de l'argent, j'en ai récupéré, et moi aussi, je revends pour me faire effectivement du bénéfice. Donc, il n'y a pas de raison que lorsque tu récupères effectivement ma marchandise, qu'au moment de t'acquitter de ton obligation, que tu me dises que non, que tu n'as pas d'argent. Donc, il faut vraiment que les agents économiques soient francs entre eux. Et tant que nous ne jouerons pas franc jeu, il y aura toujours ces répercussions-là. Donc, il faut que vraiment que chacun va vraiment mettre un peu d'eau dans son vin, comme on le dit si bien. Et maintenant, surtout, parlons des entreprises commerciales. Pourquoi le problème est à leur niveau? Parce que, disons, eux, ils vont te livrer de la marchandise pour un certain montant. Et on te dit que, bon, voilà, tu dois payer peut-être dans 30 jours. Et malheureusement, cela n'est pas respecté.
pendant que l'entreprise qui a livré de la marchandise, par exemple, doit dans une institution financière, prenons cet exemple. Et l'agent de recouvrement au niveau de l'institution financière aussi réclame effectivement le paiement de son échéance qui est arrivé à terme. Et ce dernier dit qu'il n'a pas d'argent. Au niveau de l'entreprise financière, effectivement, il y a des pénalités qui vont continuer pendant que ce commerçant qui a des factures qui sont en retard de paiement, chez lui, il ne répercute pas les pénalités derrière. Et bien, il y aura toujours des difficultés. Parce que tant que lui, il va récupérer son paiement comme on le devait, sans aucun incident sur ce qu'on lui doit, voilà, sans frais supplémentaires, comment il pourra faire face à des charges, à des échéances qui sont effectivement taxés par des pénalités? Reconnaissez que ces différents commerçants, agents économiques auront des difficultés. Donc, il faut que ces derniers aussi pensent effectivement à des frais supplémentaires à ceux qui les doivent, afin qu'effectivement cette question de pénalité, de retard de paiement soit répercutée sur tous les agents économiques comme la TVA. C'est le dernier consommateur qui supporte la TVA. Donc, c'est le dernier à rembourser la créance qui va supporter les pénalités. Tant que nous ne serons pas dans cette logique, eh bien, nous aurons toujours, ces retards de paiement et ces difficultés que rencontrent les entreprises commerciales. Allô? Allô? Oui. Allô, je voulais un peu donner une contribution sur la question comment savoir si le client est de mauvaise foi. Je prends l'exemple d'un client qui doit à une institution, qui ne respecte pas les engagements qui ont été pris. Non seulement il ne respecte pas les engagements, et il ne décroche pas les appels. Et entre-temps, on se rend compte que le même client a eu des entrées d'argent, mais il n'a même pas songé à payer ne serait-ce qu'une partie de son prêt. On peut, à partir du comportement du client, déceler des signes de mauvaise foi, déceler des actions qui, mis l'un dans l'autre, vont aller vers la conclusion de la mauvaise foi du client. Allô? Oui, madame Nana. Oui, nous vous entendons. Bon, allô? C'est bon? Allô? Oui, madame. Oui, c'est bon. Je crois qu'il doit avoir un problème de connexion. Ah, d'accord. Monsieur Kéré, vous êtes là? Oui, je suis là. Bonsoir. Ok, bonsoir. Voilà. Est-ce que vous avez pu écouter ce que j'ai dit? Oui, ça va. En tout cas, d'accord. moi, je ne sais pas si sinon, bon, effectivement, comme vous l'avez si bien dit, vous avez essayé d'expliquer des signes qui montrent qu'un client est de mauvaise foi. Et effectivement, à l'issue de l'intervention de M. Sawadoro, il demandait effectivement, quels sont les signaux sur lesquels on peut, les signaux d'alerte qui nous montrent qu'un client est de mauvaise foi. Donc, effectivement, comme vous l'avez si bien dit, quelqu'un qui vous doit, mais
bon, nous voyons qu'il continue à faire des transactions, voilà, ailleurs, que d'honorer ses obligations. Et effectivement, on peut dire que ce client est de mauvaise foi. Maintenant, je ne sais pas si d'autres personnes ont des interventions. Comme je dis, c'est un échange, voilà, constructif, donc toute personne qui veut peut intervenir. Ok. Monsieur Kéré, voilà, nous allons revenir sur la dame qui avait posé la question dans le chat. On dirait qu'il avait levé sa main. Et Madame Farida Yasmine Ouedraogo. Voilà, si vous êtes là, vous pouvez intervenir. Madame Ouedraogo, vous êtes là? Bonsoir. Oui, Vous bonsoir. m'entendez? 5 sur 5. Bonsoir à tout le monde. Je voulais remercier M. Romaric, si je ne me trompe pas, pour la réponse à ma question. Et effectivement, je suis d'accord avec la réponse qu'il a donnée concernant les clients de mauvaise foi. J'ai été, moi aussi, agent de recouvrement dans une banque de la place. Et il faut dire qu'avec les clients de mauvaise foi, c'est très compliqué. C'est pas du tout facile. Et pour rejoindre la réponse de M. Romaric, je pense également comme lui, je pense que la meilleure chose à faire avec un client de mauvaise foi, après quelques mois de relance, quand il y a pas de changement de comportement, autant aller au contentieux. Parce que d'habitude, les institutions font tout pour éviter d'aller au contentieux, mais il y a ces clients de mauvaise foi là, c'est tellement grave que vous ne pouvez qu'aller au contentieux. Donc, je voulais juste le remercier pour sa réponse. Et voilà, je serai toujours là à vous écouter. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Madame Ouedraogo. Et s'il y a d'autres qui ont des interventions, vous pouvez intervenir. Voilà, vous pouvez lever la main et intervenir. Voilà. S'il vous plaît, n'hésitez pas, hein. Voilà, comme je vous dis, bon, c'est l'occasion aussi, voilà, de pouvoir échanger, voilà, se dire effectivement. Voilà, c'est un peu cela. N'hésitez pas, nous sommes dans un monde de partage d'expérience, voilà, un monde de partage. Nous sommes encore dans un mois de partage, voilà, un mois de carême aussi bien musulman que catholique. Donc, bon, je me dis que tout un chacun peut apporter en tout cas. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de mauvaises réponses. Donc, bon, n'hésitez pas. Ou bien pour des commerçants, pour ceux qui rencontrent aussi des difficultés, voilà, vous pouvez partager aussi vos expériences. Voilà. S'il vous plaît, je peux poser une question? Ok, allez-y. Dans le recouvrement, je me demandais si on devait, au niveau du paiement des clients, là, si on devait leur imposer un minimum à payer, ou est-ce qu'on devait juste leur donner la main libre, leur permettre de payer ce qu'ils peuvent par rapport à ceux qui sont vraiment dans des difficultés. Parce qu'on a remarqué que quand on disait aux clients qu'ils pouvaient payer ce qu'ils pouvaient, parce qu'on comprenait qu'ils étaient en difficulté, il y a d'autres qui étaient étonnés de savoir qu'ils pouvaient payer
des sommes de moins de 100 000 francs en attendant que leur situation s'améliore. Donc, je voulais savoir si c'était une bonne stratégie ou bien il faut toujours délimiter et fixer une somme minimum. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez ma question. Merci. Oui, bonsoir, Madame Ouedraogo. Voilà, merci pour votre belle question. Voilà, ok. Oui, effectivement, c'est vrai que dans le processus de recouvrement, deux fois, nous sommes face à des clients, voilà, qui vous proposent de vous payer et peut-être le 1/10 de ce qu'ils doivent payer par mois. Voilà, souvent même, ils vous proposent même le 1/10. Ils disent actuellement, vu la situation, voilà, bon, je ne peux payer que ça, voilà, parce que ça va pas, voilà, bon. Donc, bon, souvent, c'est vraiment pas simple. C'est pas simple, mais on n'a pas le choix. Comme je le dis si bien, nous sommes en période de résilience économique, donc on n'a pas le choix. Vaut mieux récupérer un peu que de ne rien recevoir du tout. Mais maintenant, techniquement, comment cela doit se faire? Parce que si le montant que vous récupérez n'atteint pas le montant de la créance, eh bien, il y a et pour ceux qui sont dans des institutions financières, voilà, vous savez bien qu'il y a des provisionnements qui se font, voilà, à l'issue de 3 mois. Voilà pourquoi on dit après 3 mois, il faut passer au niveau du contentieux parce que le crédit déjà commence à être provisionné, c'est-à-dire passer en perte. Voilà. Donc, il faut tout faire pour que vraiment dans la proposition du client, qu'on ne soit pas effectivement contraint à passer des pertes pendant que le client paie un peu. Passer des pertes, c'est-à-dire passer des provisions. Parce que dès que la créance atteint 3 mois et que le client ne rembourse pas, si vous êtes dans une institution de finance, peut-être surtout pour les microfinances, vous devez déjà commencer par les provisionnements. Donc, dans ce cas d'espèce, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit on accepte la proposition du client et on rééchelonne son crédit en fonction de sa nouvelle capacité. Voilà, pour lui permettre effectivement de pouvoir remplir convenablement son crédit et d'assainir aussi notre portefeuille. Le rééchelonnement, de un, il préserve la relation commerciale parce que le client est toujours là. De deux, il nous invite le contentieux qui sont des coûts. Vous pouvez dépenser, être sur le contentieux et le client n'a même pas l'argent pour vous payer. Pour payer le principal, n'en parlons pas des frais supplémentaires sur le contentieux. Donc, souvent, c'est mieux effectivement de privilégier toujours la relation amiable. Mais maintenant, dans ce rééchelonnement, il faut tout faire pour prendre les garde-fous pour que vraiment cela soit fait dans un cadre juridique. Voilà, parce qu'il faut le faire de telle manière que le client ne puisse pas revenir après pour contester la créance. Voilà, donc le rééchelonnement peut se faire en fonction du procès de l'entreprise, réintroduire le crédit avec des nouvelles dates, effectivement. Mais le rééchelonnement, disons que ça ne peut pas se faire sans coût. Il y aura un coût supplémentaire que vous aurez l'obligation d'expliquer au client et lui dire que du fait que la créance sera reportée dans un autre temps, il va payer plus cher. Donc, le rééchelonnement a un coût que le client va supporter. Allô? D'accord, c'est compris. Merci. Allô? Allô? Oui, madame. Un ajout? Allez-y, s'il vous plaît. Pour le cas d'un client qui est déjà en impayé, il y a un diagnostic qui doit être fait avec le client pour déterminer en fait sa nouvelle capacité. Et il faut sensibiliser le client en lui faisant comprendre qu'il a intérêt à serrer la ceinture pour se libérer le plus tôt possible de son crédit que de vouloir rééchelonner avec des montants dérisoires si réellement il peut faire mieux. Donc, on ne peut pas donner de montant minimum comme ça en tant que tel sans avoir fait un diagnostic
préalable avec le client pour arriver à définir sa vraie capacité actuelle avant de parler même de rééchelonner son crédit. Et on fait appel aussi à ses autres entrées. S'il a d'autres activités, s'il a autre source de revenus, on prend tout en compte et on détermine sa nouvelle capacité et on lui fait comprendre qu'il a intérêt à payer rapidement le crédit, que cela est à son avantage. C'est l'ajout que je voulais faire. Merci bien, Madame Nana, pour votre ajout. Très pertinent. Ok, d'autres interventions? Ok, monsieur Savaro. Ok. Bonsoir, chers tous. Sur le point actuel, notamment, on va dire, des difficultés de recouvrement, il y a d'abord, comme première observation, la communication, le conseil et l'assistance que je voulais souligner. Pourquoi je dis ça? Dans la majeure partie du temps, lorsqu'un client bénéficie d'un accompagnement financier, ses premiers interlocuteurs sont, on va dire, les commerciaux de l'institution. Mais une fois que tout est acté, les difficultés maintenant, c'est comme si on laissait le client face au service juridique et contentieux en quelque sorte. Parce qu'on voit que ces gestionnaires à la base ne sont plus trop impliqués, ne s'impliquent pas trop pour un dénouement favorable en fait pour le client. Une observation à ce niveau. C'est vrai qu'il y a des clients de mauvaise foi, certes. Cependant, ça peut arriver que le ralentissement du niveau d'activité d'un opérateur ne lui permet pas d'honorer ses échéances. Maintenant, dans la question d'échéance, si j'avais des mensualités de 1 million, ce qui serait idéal, c'est que chaque mois, on puisse faire des versements raisonnables, bien évidemment. Mais dans certains cas de figure, c'est comme si tant que ça n'arrive pas au montant de la traite de 1 million, je ne peux pas faire le paiement. Ou sauf si c'est un malentendu, parce que dans la pratique, c'est ce qu'on rencontre. Bon nombre de personnes vont dire que je n'avais pas le montant total de la mensualité, donc je n'ai pas pu faire de versement. Or, ce silence ou ce manque de versement entraîne davantage d'autres problèmes pour le client. Donc, c'est le volet communication, le conseil et l'assistance que je voulais porter, que je voulais soulever un peu, parce que les gestionnaires, à la base, une fois que les crédits sont accordés, après, c'est comme si eux ne sont plus trop impliqués dans ton dossier. Or, bien évidemment, les rééchelonnements ou les réaménagements, en fait, créent plus de problèmes aux clients. On le sait parce qu'à terme, quand on va regarder, il aurait supporté plus de charges financières que s'il avait pu respecter les délais tels que convenus initialement. Je crois que le mieux, c'est que, tel que Mme Ouedraogo a bien souligné, c'est de faire un diagnostic, donc un travail d'équipe avec le concerné pour redéfinir en fait une nouvelle feuille de route, voir sa nouvelle capacité, l'impact même d'un certain nombre de situations sur son activité principale et voir éventuellement s'il a d'autres sources de revenus à impliquer. Par contre, par derrière ça, il y a des situations où c'est comme si c'est l'institution qui constitue un blocage. Je prends un exemple. Je me suis engagé avec une institution sur un projet X. Le projet a des difficultés. Mais si la relation commerciale n'est pas très bien gérée, au lieu de continuer à me financer pour un projet Y, pouvant générer des revenus pour que je puisse rembourser et ces engagements et les engagements antérieurement compromis, c'est comme si à partir d'un seul dossier, la banque t'abandonne. Or, tant que tu ne fonctionnes pas, tu ne peux pas
être en mesure d'honorer tes engagements. Ça, c'est un. Et deuxièmement, ça peut arriver que tu t'es mal lancé dans un projet qui n'était pas forcément rentable ou qu'il y a eu d'autres problèmes qui ont fait que le projet à terme n'est plus rentable et qu'à lui seul, il ne peut pas couvrir tes engagements. Mais si pendant ce temps, l'institution ne continue pas de travailler sur d'autres projets, ça pose un problème. Oui, merci, M. Sawaroko, pour votre belle intervention. Merci, M. Sawar, voilà, pour votre intervention. Maintenant, on va passer à Madame Nana encore. Madame Nana, vous pouvez intervenir. D'accord. C'est pour rebondir un peu sur ce que M. Sawaroko vient de dire. Et comment pouvoir refinancer un client qui a un impayé sur une activité et pourquoi ne pas le financer sur autre activité qui n'était pas concernée dans l'analyse. Bon, je dirais que le plus souvent, quand on fait l'analyse d'un crédit, d'une demande, c'est pas de crédit, on tient compte d'autres paramètres. Donc, c'est supposé que si les activités secondaires ne peuvent pas conquérir à l'aider à payer son impayé de l'activité principale, le financer devient encore augmenter le risque d'impayé. Il faut, en ce moment, trouver le moyen de réétudier sa nouvelle capacité en fonction des activités secondaires pour qu'il puisse finir rapidement et se relancer. Sinon, si on doit encore lui octroyer un crédit, avec l'impayé toujours, c'est augmenter le risque, à mon avis. Oui, Madame Nana. Merci bien. Bon, vous n'avez pas tort, effectivement. Merci bien, c'est vrai. Mais j'irai un peu dans le sens aussi de M. Sawadoro pour dire que bon, il faut tout faire pour que le client reste vivant. Que le client reste vivant parce qu'il nous doit, donc il faut tout faire pour qu'il soit toujours là. Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas si ces activités secondaires ne nous permettront pas d'honorer un nouvel engagement, ça sera difficile qu'on puisse lui octroyer un nouveau crédit. Oui, mais on peut effectivement aller, comment je vais dire, sur un nouveau crédit tout en permettant de tuer l'ancien. Techniquement, comment ça se passe? Prenons un client qui nous doit, qui a pris 25 millions, qui nous paye, voilà, et bien, qui se bloque autour de 10 millions, et ça va plus chez lui. Et effectivement, on essaie de le recouvrer, ça va pas, on l'a gardé jusqu'à 3 mois, on l'a provisionné, on a commencé le contentieux, nous-mêmes, on part sur les clients, on voit que ça va pas. Et bien, après, il faut se dire les choses en face. Et est-ce que c'est pas mieux de l'accorder le bénéfice du doute et puis d'essayer de nous permettre d'avoir un petit fonds pour se relancer? Dans ce cas d'espèce, effectivement, si l'institution a toujours les moyens, on peut juger nécessaire, voilà, d'aller peut-être sur un renouvellement. Peut-être pourquoi pas lui donner 20 millions, voilà, pour tuer les 10 millions qui sont toujours en impayés, et ça fait un nouveau crédit de 10 millions, voilà, avec de nouvelles échéances, le temps que ce client effectivement se réorganise, voilà, pour effectivement venir rembourser notre créance. Parce que l'objectif, effectivement, c'est de récupérer ce que le client nous doit. Mais si l'institution n'est pas assez forte pour supporter effectivement cela, eh bien, c'est aller sur le contentieux. Madame Nana, vous pouvez aller. Non, je pense que c'est bon, hein. Mais seulement quand on dit de donner du crédit sur un crédit qui est en souffrance, bon, le plus souvent, ce qu'on rencontre, c'est le rachat. Peut-être racheter le crédit en cours pour lui permettre d'avoir quelque chose et continuer un peu son activité. Sinon, si on fait taire le crédit précédent,
pour encore continuer sur un autre crédit, ce n'est pas aussi évident que le crédit précédent puisse être remboursé. Je vous remercie, monsieur Sigal. Merci beaucoup pour votre modération. Merci beaucoup à monsieur Kiri pour avoir accepté à l'idée. Merci pour votre temps. Et également, aujourd'hui, nous avons plusieurs contributions. Merci à monsieur Sawano et merci à madame Nada également. Votre budget pour contribution. On espère que vous allez continuer de procurer des contributions que nous donner. Monsieur Sawano, j'aimerais également vous inviter aujourd'hui à venir si vous êtes ici si vous êtes d'accord. Madame Nada m'avait réitère mon invitation. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Merci pour l'intérêt que vous portez à notre initiative de la PDC. Et il doit continuer à apporter des personnes de qualité de soins. J'espère que vous avez l'espoir et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.